J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la But Fart Academy. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Coralie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Avant de commencer et d'aborder la création de contenu pour les e-commerce, etc., est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu as commencé, quel est ton business? Ouais, moi c'est Coralie, j'ai 25 ans. Je suis actuellement responsable marketing digital e-commerce pour une entreprise française. Je suis également à mon compte en micro-entreprise en tant que graphiste et média buyer que j'ai ouvert mes 21 ans. J'ai fait toutes mes études en tant que graphiste et responsable com. Mon bac pro, mon BTS, et après, j'ai directement attaqué à travailler. Ok. Et tu t'es directement spécialisée dans les e-commerce ou tu as aussi accompagné des entreprises de services ou pas du tout, c'est spécialement e-commerce? Alors, au début, j'étais pas du tout spécialisée dans le e-commerce. C'est à force de travailler, en fait, pour des entreprises privées que j'ai acquéri, en fait, cette compétence-là. Donc là, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans que je suis spécialisée dans le e-commerce maintenant. Ok, d'accord. Et du coup, au vu de toute ton expérience, quelles seraient selon toi les trois grandes erreurs que tu vas constater dans la création de contenu et là, du coup, spécifiquement pour les e-commerce? Alors, la plus grande erreur, je dirais que c'est la régularité. Si on n'est pas régulier dans la publication de ces posts, l'algorithme, il va pas du tout nous aimer et il va même nous détester et pas nous mettre en avant. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Mm. Le deuxième point, ce serait de faire des posts uniquement en montrant ses produits et ses offres. Voilà, je pense que il faut changer en fait de support et de d'information dans les posts. Ça, je Mhm. dirais que c'est le deuxième. Et le troisième, je dirais que c'est ne pas bien connaître sa cible. Mhm. Voilà. Si on connaît pas sa cible, on peut pas adresser le bon message et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Mm. C'est vrai que quand tu parles du coup de régularité, les gens ont tendance à se dire, ouais bon, c'est pas grave si je poste pas, les gens n'ont pas forcément besoin de me voir, mais en fait c'est justement là le problème, puisque il faut toujours garder en tête qu'une personne qui vous voit pas, c'est une personne qui ne va pas se souvenir de vous. Mais ça peut être dans les posts, sur Internet, par rapport à Google, en story. Le fait de ne pas vous voir, ça peut vous porter préjudice parce que ben, c'est comme un ami dans la rue. Moi, j'aime bien comparer le contenu à un ami. Si on va le croiser dans la rue, passer 10 ans, on ne saura rien de lui. Alors que si c'est un collègue que l'on voit tous les 2 jours et qu'on connaît bien sa vie, bah forcément, on va se souvenir de lui quand on va avoir besoin d'aide. Donc vraiment, garder ça à l'esprit. Est-ce que il y a des éléments d'optimisation que toi, tu vois aujourd'hui qui ne sont pas encore faits totalement ou qui ne sont pas maîtrisés par certains professionnels et qui, pour le coup, leur portent préjudice? Alors, je dirais l'organisation. Si on n'est pas organisé, si on ne sait pas où on va, c'est pareil, on peut pas bien fonctionner, bien travailler. Donc, moi, je dirais l'organisation. Il y a des logiciels qui sont très bien comme Trello ou Notion pour organiser son travail, ses posts, ses idées. C'est génial. Je recommande à 100%. Moi, Et, j'utilise du tous les jours. Ah ouais, tous les jours vraiment? Ouais, ouais. Par rapport du coup à cette organisation-là et par rapport au rythme que les gens nous disent d'avoir, est-ce que toi tu recommandes de publier tous les jours ou est-ce que toi tu recommandes de publier à intervalles réguliers? Parce que c'est vrai qu'on le sait toutes les deux, la création de contenu, ça prend du temps. Et notamment en plus quand on a un e-commerce, etc., on peut avoir beaucoup de catalogues et beaucoup de produits. Et du coup, se disperser et se dire, bah, tu sais quoi, je vais tous les prendre en photo et je vais tous les publier et après, tu vois. En gros, Instagram, ça devient une grille, un catalogue numérique presque. Et après, il n'y a plus rien. Est-ce que toi, tu recommandes quand même de publier, oui, tous les jours, mais différents contenus, ou de publier à un intervalle régulier, même si c'est nos produits?
et de le faire assez bien organisé, je dirais, avec un bon calendrier, etc. Alors, moi, je pense que ça dépend surtout du réseau social où on publie. Déjà, c'est important. Il y a des algorithmes qui veulent qu'on publie tous les jours et d'autres pour qui c'est pas utile. Donc, par exemple, je pense à TikTok. Je recommande de publier au moins une fois par jour, minimum. Je trouve que c'est très important pour la visibilité parce que si on publie pas par jour, une fois par jour, l'algorithme, il nous aime pas et il nous met pas en avant. Ok. Donc voilà. Et sur les autres, je recommande à intervalles réguliers, pas forcément tous les jours, mais voilà, toujours le même jour, la même heure. Et toutes les semaines, c'est comme ça, tous les mois, c'est comme ça. Et là, l'algorithme va nous aimer. Et du coup, ça veut dire que du coup, au fur et à mesure de publier, du coup, les personnes vont bien entendu récolter des informations et des données. Toi, quelles seraient les données que tu recommandes d'analyser à la fin? Puisqu'en fait, vu qu'on va publier toujours à la même heure et le même jour, on va forcément avoir des données pour ajuster sa stratégie, ajuster, je sais pas, le contenu qu'on va publier, la thématique que l'on va aborder. Toi, quels seraient, par exemple, les trois gros critères importants à analyser et à tenir compte pour après ajuster son contenu par la suite. Moi, je prends en compte principalement la couverture et les impressions qui, je pense, vont ensemble. Enfin, c'est même sûr. Je regarde beaucoup ça pour voir à peu près le nombre de personnes qui a vu ma publication. Ok. Voilà. Je regarde pas forcément les likes, les commentaires ou les partages, puisque c'est pas mon objectif principal. C'est vraiment que il y a un maximum de personnes qui aient vu ma publication. Voilà, Ok. ça, je pense que c'est le premier critère que je regarde. Je regarde un peu si j'ai plus d'abonnés, voilà, si ça augmente. Et peut-être si les commentaires, je dirais, voir s'il y a des interactions, en fait. Donc, si ça intéresse, si les personnes se posent des questions, ouais, si je regarderai les commentaires. En fait, l'idée, quand on a un e-commerce, ça va plus être au-delà de vendre, ça va plus être aussi de s'imposer comme une marque sur le marché et du coup de divulguer un peu son image de marque, son branding, ses valeurs, pour que quand la personne va avoir besoin de nous ou du produit que l'on va vendre, la personne, en fait, elle va revenir automatiquement à nous. C'est un peu, tu vois, ça me fait penser aux pubs Coca-Cola, où c'est très insidieux. C'est très bien travaillé, il y a plein d'histoires autour et limite, tu vois jamais la bouteille. Mais par contre, un jour, quand il fait hyper chaud et que tu as envie de te désaltérer, automatiquement, tu vas penser à eux, tu vois. En fait, c'est un peu comme ça que je vois le contenu d'un e-commerce et pas tant de juste mettre en avant un produit et de te dire, ben, je vends ça, c'est pour telle personne, telle personne, telle personne, et plus de vendre la transformation et tu vois les sentiments un peu qui vont se découler. Quels seraient selon toi les prérequis pour avoir un bon contenu? Les choses où vraiment tu te dis, là, c'est une checklist et les pas à pas sont essentiels. Alors déjà, je dirais, il faut connaître son client idéal, donc son buyer persona. Si on ne le connaît pas, on peut pas y arriver. Ça, c'est hyper important. C'est assez fastidieux à faire, mais il faut le faire. Si on le fait pas, on vendra pas. Mm. Voilà, ça c'est clair et net. Donc ça, c'est le premier. Après, je dirais, faut connaître les habitudes de son audience. Voilà, s'ils sont plutôt téléphone portable, s'ils sont plutôt ordinateur, à quelle heure ils se connectent, qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont se connecter, sur quel réseau social ils sont. Ça, c'est hyper important aussi. Je pense qu'il faut choisir aussi le bon type de contenu. S'il faut plutôt faire des images, des vidéos, des carousels, des podcasts, voilà. Quel genre de contenu est le plus consommé par son client. Après, je dirais qu'il faut mettre en avant des informations essentielles de l'entreprise. Par exemple, s'il y a la livraison gratuite, s'il y a un service client, comment il est accessible, disponible, les politiques de retour, enfin voilà, tout ce qui est un peu plus général à Mhm. l'entreprise. Ouais. Donc, je dirais que c'est important. Et bien sûr, il faut montrer ses offres
un petit peu. Oui. Est-ce que toi, tu recommandes d'avoir un contenu où, tu sais, un peu les types de tutoriels où tu vas avoir des vidéos, où on va voir l'outil ou même le produit en action? Ou est-ce que pour toi, aujourd'hui, en 2023, c'est un peu inutile parce que bah, il y a tellement de concurrence et il y a tellement de choses sur le marché que les gens s'attendent déjà à savoir ce que c'est? Moi, je dirais que c'est important parce que la vidéo, c'est le format le plus utilisé et qui fonctionne le mieux. Voilà, on va pas se le cacher. La personne a besoin de voir ce qu'elle va recevoir pour avoir confiance Mhm. et pour lui donner envie d'acheter. Voilà, si elle voit pas le produit, si elle voit pas l'utilisation, elle va pas avoir besoin du produit. Et c'est là où justement, faut créer le besoin Ouais, et il y a une montrer. certaine projection. Il y a une certaine, avec, enfin, quel que soit d'ailleurs le support de communication, moi je dis tout le temps qu'il vaut mieux une image que 1000 mots. Et si la personne, elle arrive à, juste à travers la photo qu'on va prendre ou juste par rapport au design que l'on va mettre en avant, comprendre réellement à quoi ça sert, alors on a fait notre taf. Et C'est vraiment, exactement ça. partir du principe que la personne, tu vois, par exemple, nous, on part souvent du principe qu'on connaît notre offre, on connaît notre produit et du coup, de toute façon, on sait, c'est très clair. Sauf que, en fait, la personne face à nous, bah, elle n'a pas été du tout dans le processus ou du choix du produit ou de la conception du produit si bah, on a créé le produit nous-mêmes. Et du coup, bah, forcément, en fait, il va y avoir un gros fossé quand nous, on ne va pas expliquer réellement à la personne ce que ça veut dire ou à quoi ça sert. Tu vois, c'est vrai. Et je te donne un exemple. Ça m'arrive très, très, très régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est un signe du destin qu'il ne faut pas que je cuisine. Mais tout ce qui est ustensiles de cuisine, toutes les inventions, oui, ou les éplucheurs automatiques, les boîtes qui clipent, qui déclipent et tout, je ne comprends jamais à quoi ça sert. Parce qu'en fait, je ne visualise pas le truc, tu vois. Genre, je n'arrive pas à comprendre la transformation qu'il y a derrière. Donc, en fait, ben, je passe à côté de la communication et ça m'arrive tout le temps pour les ustensiles de cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est un signe de l'univers ou non, mais c'est marrant que tu mettes le doigt sur ça parce que je pense que c'est un élément qui est hyper important. Et on se dit toujours, bah, la vidéo, c'est tellement difficile à produire que bah, on passe à côté, on se dit, oui, bon, on va faire un truc sur Canva, ça va être rapide, et puis au moins comme ça, je publie en 2 secondes. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis si bien, il y a une identification qui doit avoir lieu face à notre produit. Et si ça n'arrive pas, et ça arrive très, très, très bien d'ailleurs avec la vidéo, si ça n'arrive pas, bah, forcément, la personne, elle va pas acheter et elle va pas se connecter avec nous. Toi, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais aux gens pour faire face à la concurrence parce que c'est vrai que bah, en e-commerce, on entend très souvent que bah, les marchés sont saturés, qu'il n'y a plus de place, que ce soit, mais dans tous les domaines, hein. J'allais te donner des exemples. Au final, je pense que ça sert même à rien de donner des exemples parce que tous les secteurs d'activité sont un peu concernés par ça. Quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais aux gens par rapport à ça? Premier conseil, ce serait la crédibilité. Déjà, faut répondre à un besoin. Ça, c'est clair. Faut savoir répondre aux questions et objections des clients. Ça, c'est très très important parce que si on connaît pas les questions que se pose notre client, on va avoir du mal à y répondre et du coup à vendre notre produit. Et de là, il y a la preuve sociale qui est hyper important, notamment les avis, que ce soit avis Google ou sur d'autres sites comme Avis Vérifié ou voilà, il en existe tellement que je vais pas tous les citer, mais voilà, ça c'est très important. Sans preuve sociale, c'est compliqué à vendre maintenant en e-commerce. Mhm. Ok. Personnellement, même moi quand j'achète un truc, je vais voir les commentaires, je vais voir les notes. Voilà, si c'est mal noté, j'achète pas. Et même si tu as un petit doute, en fait, même si tu as un petit doute, parce que le produit peut être très très bien, mais l'entreprise peut ne pas du tout avoir parié toute sa stratégie sur ben, la récolte d'avis clients, le retour d'expérience, etc. Et du coup, forcément, je sais que, j'en suis même sûre, sur Internet, il y a beaucoup de produits qui sont de qualité, mais qui n'ont pas de retour client. Et en fait, ben, forcément, on se méfie toujours parce que ben, ces avis clients-là, c'est un peu l'ancien bouche à oreille où on va avoir des recommandations de certains potes ou de certaines connaissances, de la famille, etc. Et du coup, forcément, s'il n'y a pas cette reconnaissance sociale, bah, même nous, on n'achète pas, alors qu'on est experts au niveau digital, on n'achète pas. Et vos limites, j'ai envie de te dire, on va peut-être plus fuir que acheter ou de se dire, j'ai un besoin.
cette personne m'a fait comprendre que j'avais un besoin, mais vu que je ne sais pas ce que ça vaut, je vais aller chez la concurrence. Au moins, je suis sûre que le produit chez eux est bien. Donc, c'est dommage en fait. Et c'est aussi très bien que tu en parles, surtout quand les gens font de la pub ou ont envie de mettre en avant leur entreprise. Partez toujours du principe que la pub, c'est pas magique et que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous vous lancez dans la pub, malheureusement, s'il n'y a pas ce socle, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est très bien que tu en parles. Et est-ce que, selon toi, aujourd'hui, une marque e-commerce doit absolument être sur TikTok ou non? Je te pose cette question parce que c'est vrai que dernièrement, il y a une énorme tendance, mais je pense que tu as dû la voir aussi, Oui. que ce soit sur YouTube, partout, où, tu vois, c'est des influenceurs ou des gens un peu du milieu qui achètent des produits qu'ils ont vus sur TikTok et qui les testent. C'est un peu, tu sais, les produits phares de TikTok du moment. Est-ce que selon toi, c'est bien déjà pour une marque d'être sur la plateforme? Et est-ce que c'est même pas bien, mais juste genre obligatoire? Je dirais pas que c'est obligatoire, mais on va pas se mentir, TikTok aide beaucoup au démarrage d'une entreprise. Pour la vente, l'algorithme met en avant des contenus atypiques, des contenus intéressants. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour cartonner. Et Mhm. ça, c'est génial. Chose qu'il n'y avait pas avant et qui était un peu dommage. Voilà, on pouvait avoir un super produit, mais vu que l'algorithme ne mettait pas en avant ce genre de contenu, et ben, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est pas obligatoire d'être sur TikTok, mais c'est vivement recommandé. Et la pub sur TikTok, est-ce qu'elle est plus avantageuse que sur d'autres plateformes ou est-ce que ça se vaut dans l'ensemble? Ou est-ce que aujourd'hui, c'est... Imaginons, je me mets à la place d'une personne qui a un e-commerce, qui réfléchit à se lancer en pub. Est-ce que c'est plus avantageux pour elle d'aller sur Instagram et sur Facebook parce que bah, Meta a bien ficelé son truc et du coup, bah, on connaît un peu tous les rouages et ça, c'est sûr que ça fonctionnera? Ou il vaut mieux se pencher sur TikTok et de se dire que les budgets sont peut-être plus avantageux. Alors effectivement, sur TikTok, il y a beaucoup moins d'annonceurs, donc beaucoup moins de pubs que sur Meta. Donc pour commencer, je recommande quand même Meta parce que c'est le premier, c'est celui qui fonctionne. Voilà, on a les statistiques, il n'y a aucun problème. Maintenant, je conseille aussi d'aller sur TikTok et Pinterest. Je souligne parce que ça fonctionne très très bien Pinterest. Et TikTok, les budgets effectivement sont très avantageux puisqu'il y a moins d'annonceurs, donc il y a moins de concurrence. Mhm. Donc voilà. Là, tu parlais de Pinterest, d'ailleurs, ça m'interpelle parce que je trouve ça très intéressant. Et ça va aussi, c'est très en lien avec les e-commerce et moi, c'est quelque chose que je recommande tout le temps. Si vous avez des produits à vendre ou des, même en tant qu'entrepreneur, infopreneur, quel que soit le produit que vous avez, pour moi, Pinterest, c'est le meilleur réseau social. Mais après, ça, c'est un autre débat. Est-ce que toi, tu recommandes la partie payante de Pinterest et du coup la partie où on va faire des pubs, où on va se lancer avec des pins sponsorisés, etc. Ou est-ce que selon toi, l'approche organique suffit amplement? Je dirais qu'il faut un peu des deux. En fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs. La partie organique, c'est vraiment pour montrer en fait ce qu'on fait, nos services, nos produits. Et la partie payante, c'est vraiment pour attirer du trafic sur notre site. Voilà, donc je dirais que c'est complémentaire et que ce serait bien de faire les deux. Génial. Et toi, aujourd'hui, du coup, comment tu aides les entreprises à se développer à travers du contenu, à travers de la pub, à travers des investissements que l'on va faire en tant qu'annonceur sur les réseaux? Comment toi tu fais? Si une personne veut être accompagnée par toi, quel est le processus? Dis-nous en plus un peu sur bah, ton accompagnement aussi, parce que je pense que c'est important. Alors, donc moi en tant que graphiste et média buyer, si on veut travailler avec moi, on va sur mon Instagram et on me contacte en message privé, voilà, me donnant le projet et après on va s'appeler en fait pour vraiment savoir le besoin, le projet, si je peux accompagner ou non, puisque malheureusement, des fois, voilà, il y a des facteurs qui font que je ne peux pas. Voilà, il faut prendre en compte hein, quand même. C'est Voilà. hyper important ce que tu es en train de dire parce que c'est vrai que plusieurs fois on se dit, ah,
de toute façon, j'ai contacté la personne et c'est sûr que je vais travailler avec elle. Sauf qu'il y a un lien aussi qui doit être fait, surtout ben, par rapport au contenu, par rapport à la communication, par rapport aux pubs. C'est hyper important en fait de savoir si le projet il est aligné avec ce que l'on sait faire et surtout avec ce que l'on a envie de faire. Tu vois, c'est pas juste Voilà. d'accepter tout le monde et dire ben oui, je vais accompagner tout le monde. Et c'est très bien que tu le dises, il y a une sélection à faire, mais de toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, comme ça, vous pourrez directement aller parler avec Coralie, elle vous dira si elle est à même de vous accompagner. Merci beaucoup, en tout cas pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tous tes conseils, et je te dis à très vite.